Bonjour, Geoffroy Lauveau pour Prépa Live. Alors, dans la séance d'aujourd'hui, je vais aborder les thèmes 2019 des questions contemporaines du concours commun des 7 IEP. Alors, ces thèmes viennent de tomber, donc c'est une première approche de ces thèmes, sachant que, évidemment, nous avons commencé à travailler à la réalisation des manuels que les personnes qui sont inscrites recevront dans le courant du mois de septembre, début octobre certainement, sur ces deux thèmes qui sont le numérique et le secret. Ce sont les thèmes qui ont été retenus cette année, comme l'an dernier, il y avait la ville et les radicalités. Alors comme vous le savez, ces thèmes sont des thèmes qui sont conçus isolément, en tout cas dans leur enseignement, mais qui peuvent donner lieu à un sujet éventuellement transversal, et j'y reviendrai. Ça s'y prête un peu dans la conception de ces thèmes. Je ne dis pas forcément qu'un des deux sujets au choix sera un sujet transversal, mais en tout cas, il y a une porosité assez grande entre ces deux thèmes. Donc, le but, c'est ici de vous présenter ces deux thèmes et puis de vous donner quelques conseils de travail pour appréhender au mieux ces thèmes avant de recevoir les manuels pour pouvoir ensuite approfondir au moyen d'un certain nombre de références, au moyen d'un certain nombre d'éléments précis que nous vous donnerons. Donc je vais aborder en quelques minutes le numérique et puis en quelques minutes ensuite le secret pour vous donner des premières pistes de réflexion, des premières pistes de travail. Alors l'essentiel quand on aborde des thèmes comme ça, c'est de partir toujours évidemment de définitions pour, à partir de ces définitions, problématiser un peu le thème et en dégager des axes de réflexion. Donc c'est ce que je vais faire sur ces deux thèmes. Alors pour ce qui est du numérique, c'est évidemment à la mode, puisque par numérique, que faut-il entendre? Il faut entendre le traitement informatique des données selon des modélisations mathématiques. C'est ce que vous retrouvez par exemple dans le fait que on peut numériser des documents. Lorsqu'on numérise des documents, on va les scanner et en général, avec des logiciels adaptés, on va avoir des reconnaissances de caractères, des reconnaissances d'images et on va pouvoir faire un traitement de l'information et pas simplement un traitement de l'image. Donc numériser un document, ça signifie le photocopier, le copier, mais également traiter les données qui composent ces documents. Et les progrès informatiques ont permis et permettent de plus en plus de traiter les données de façon intelligente et pas simplement de façon visuelle ou esthétique. Donc là où le vieil appareil photo avait juste pour but de capturer la réalité, l'ordinateur a la possibilité maintenant, au moyen de logiciels, de traiter des données, de les réorganiser, de les comprendre comme l'esprit humain, voire mieux que l'esprit humain. Donc le numérique, c'est ce champ technique, ce champ plus que technique, certainement politique, on y viendra dans un instant, c'est ce champ qui a été développé, qui est en train de se développer, qui dépend des systèmes informatiques et qui permet un traitement mathématique des données. Quand je dis mathématique, c'est au sens où justement on va transposer des données qui sont des données initialement brutes, des données qui sont des données visuelles, qui sont des données textuelles, qui sont des données orales. On va transformer ces données en données mathématiques. C'est pour ça qu'on parle de modèle mathématique. Donc, on va faire correspondre à des données qui sont de nature différente des chiffres, un chiffrage, et de cette manière-là, on va pouvoir combiner, au moyen d'algorithmes, combiner ces données pour les faire produire du sens, voire pour en modifier le sens. Donc c'est très intéressant parce que ça signifie qu'il y a un problème d'interprétation des données, c'est-à-dire comment est-ce que justement nous sommes capables de transformer une image, des couleurs, des sons, des graphèmes, des choses qui sont écrites, visuelles, prononcées, les transformer en données mathématiques et comment ensuite on va pouvoir traiter ces données. Donc le numérique, c'est ce champ du savoir, ce champ technique, ce champ de l'exploitation des données. Alors petite subtilité, en français on emploie souvent digital de manière synonyme à numérique. C'est en fait un anglicisme parce que digital ça vient de digit. Digit c'est le nom en anglais
qui signifie le chiffre de 0 à 9. Hein. Donc le traitement digital des données ou le traitement numérique des données, c'est synonyme au sens où c'est un traitement qui va coder des données. Donc c'est un anglicisme de parler de digital. D'ailleurs, dans les autres pays, on parle essentiellement de numérique et non pas de digital. Donc on peut le considérer, en tout cas à ce stade de notre réflexion, comme un synonyme. Donc le numérique, c'est le digital. Ça signifie le traitement informatique des données selon des modélisations mathématiques. Bon, j'espère que la définition est claire. Ça signifie que c'est un thème qui est un peu technique, initialement, qui requiert un peu de comprendre ce que ça signifie techniquement, mais qui n'est pas seulement technique, puisque l'épreuve de questions contemporaines est une épreuve de réflexion sur l'évolution de la société, sur l'évolution de nos normes, de nos comportements. Et donc, évidemment, le but, c'est pas de faire ici un traitement geek du problème, c'est-à-dire que le thème, le numérique, n'est pas là pour faire appel à une intelligence de développeur ou d'informaticien, mais à une intelligence sociale de ce phénomène qui est permis par des évolutions ou des progrès scientifiques et techniques. Alors justement, pour essayer de prendre un peu de recul, de contextualiser ce thème, le numérique, c'est un terme qui est apparu et est devenu commun dans les années, on va dire 70, 80, 90, c'est-à-dire qui s'est développé au fur et à mesure que se développait l'outil technique informatique et que se développaient de façon plus générale les technologies de l'information et de la communication. Donc là, il y a un point important, c'est que c'est comme ça qu'on commence à sortir simplement de l'analyse technique du numérique. Le numérique ne renvoie pas simplement à un process technique de traitement des données, mais renvoie également à une évolution plus générale des sciences et des techniques dans notre société, et particulièrement le fait que, justement, les technologies de l'information et de la communication ont profondément muté avec l'outil informatique, avec l'invention du traitement informatique des données qui est apparu, on va dire, dans les années 80-90 pour les balbutiements grand public, et puis surtout les années 2000, quand tout le monde a commencé à s'équiper d'un ordinateur et à avoir accès à Internet, et donc en ayant accès à Internet, à échanger des données avec justement la toile, avec le net, de telle manière que justement les ordinateurs personnels qui se sont développés et les réseaux Internet ont permis de mettre en réseau la population entière et d'une certaine manière de pouvoir avoir accès à des données qui sont présentes pour tout le monde, mais réciproquement, à partir d'Internet, d'avoir accès aux données personnelles. Par exemple, n'importe quel ordinateur sème des cookies d'une certaine manière ou récupère un certain nombre d'informations qui vont lui permettre de naviguer, mais ces informations marchent à double sens, elles permettent à votre ordinateur d'aller plus vite sur les sites, mais elles laissent des traces de votre passage de telle sorte qu'il peut y avoir une exploitation commerciale, une exploitation militaire, policière, une exploitation de toutes sortes des données que vous laissez. C'est comme ça justement que l'on peut tracer des adresses IP, que l'on peut avoir des historiques de navigation, qu'on peut cibler en marketing des personnes pour leur vendre des produits. Vous l'avez tous vu, j'imagine, lorsque vous faites une recherche sur Internet, parfois vous recevez quasiment immédiatement sur votre boîte email des publicités qui sont directement liées à la recherche que vous venez de faire sur Internet. Donc ça veut dire évidemment que votre ordinateur laisse un certain nombre de traces sur le net et qu'il y a une forme de mise en réseau de l'ensemble des informations. Donc le monde du numérique, c'est un monde qui existe en raison de l'avènement des ordinateurs, mais qui accentue ce partage d'informations, ce partage de communication qui est caractéristique de l'ère Internet. Donc réfléchir au numérique, ce n'est pas simplement réfléchir aux ordinateurs, mais c'est réfléchir finalement à l'échange des données, à ce qu'on appelle aussi aujourd'hui communément le big data, voire réfléchir à l'exploitation intelligente de ces données, ce qu'on appelle très souvent l'intelligence artificielle. Donc le numérique, c'est l'ordinateur, c'est Internet, c'est la mise en réseau du monde, mais c'est également le traitement de données de masse disponibles, voire
l'exploitation intelligente de ces données, peut-être plus intelligente que par le cerveau humain, puisque les machines sont capables aujourd'hui de produire des algorithmes qui vont plus vite que les hommes, qui jouent mieux qu'eux, qui prévoient mieux qu'eux, qui fonctionnent mieux qu'eux, c'est-à-dire qu'une intelligence humaine basique. Donc de ce point de vue-là, vous voyez, si on donne une définition extensive du numérique, ça n'est pas simplement le traitement informatique des données selon des modélisations mathématiques, mais au-delà de ça, le numérique, c'est justement cette ère civilisationnelle dans laquelle tous les hommes sont interconnectés, toutes les informations sont partagées, toutes les informations sont traçables, et donc c'est ce monde dans lequel il y a une forme d'intelligence économique dominante. Ce qu'on appelle l'intelligence économique, c'est justement la capacité à maîtriser et à traiter les données. Le monde du numérique, c'est ce monde de l'interconnexion, voire de l'interdépendance, voire du contrôle total, un peu comme Orwell l'avait prévu dans 1984 lorsqu'il avait prévu Big Brother, ou lorsqu'il avait prévu ce contrôle total du monde par des intelligences qui sont des intelligences techniques et numériques. Donc ça serait par exemple une très bonne lecture en préparation du numérique, une très bonne lecture, relire ou lire pour la première fois 1984 ou un certain nombre de dystopies qui vous préparent à ce monde du futur qui est le monde de l'interconnexion, de l'interdépendance et peut-être ce monde où l'humain perd un peu de son pouvoir. On peut penser évidemment à tous les films d'anticipation du type Minority Report, du type Blade Runner, tous ces films qui nous projettent directement dans ce monde qui est un monde contrôlé par les machines ou un monde en tout cas dans lequel la vie réelle est très largement traversée par des dynamiques du virtuel et du numérique. Donc voilà pour ce qui est de la définition, peut-être un peu déjà de la problématisation du numérique. Alors du coup, comment doit-on travailler ou à quoi peut-on s'attendre sur le numérique? À mon sens, il y a 3 axes de réflexion qui sont essentiels quand on travaille sur le numérique. Il y a un premier axe de réflexion, vous l'aurez compris, qui est une réflexion technique. C'est la réflexion consistant à se demander ce que c'est exactement que la transposition digitale ou numérique des informations. On pourrait penser de façon très simple que ça se traduit simplement par la différence entre l'écriture à la main et l'écriture sur un logiciel informatique. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire que le numérique, c'est un encodage d'informations qu'il va falloir stocker, qu'il va falloir interpréter, qu'il va falloir éventuellement utiliser. Donc, il y a ce premier axe de réflexion qui consiste à se demander où en sommes-nous dans la capacité à traduire des informations qui sont initialement des informations brutes ou des informations humaines, où en sommes-nous dans notre capacité à les stocker dans la masse de données aujourd'hui disponibles, où en sommes-nous dans notre capacité à les anticiper et à les utiliser. Premier axe de réflexion qui porte simplement, techniquement, sur jusqu'à quel point va le numérique. Il y a un deuxième axe de réflexion, qui est un axe de réflexion absolument essentiel, qui est l'axe de réflexion sociologique. La sociologie de l'information et de la communication a pour habitude d'analyser la modification des comportements en raison justement de la diffusion de nouveaux canaux techniques, de nouvelles méthodes techniques. Les technologies de l'information et de la communication, d'abord la télévision, puis après l'ordinateur, puis après Internet, ont modifié très clairement nos comportements. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est totalement interconnecté. Nous avons des images de l'autre bout du monde, nous pouvons envoyer des emails instantanément, nous pouvons partager des informations de façon instantanée, immédiate, sans filtre. Et évidemment, ça modifie notre comportement. Il n'y a qu'à voir le comportement des individus sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone portable, pour comprendre que le numérique est une véritable révolution qui a modifié totalement nos sphères de sociabilité, nos types de comportement, notre rapport entre nous, notre rapport évidemment également aux institutions et à l'État et à l'ensemble des groupes qui sont les groupes de pouvoir politique, de pouvoir économique notamment. Donc l'axe de réflexion sociologique consiste à montrer que le numérique a transformé considérablement nos comportements et quelque part rationalise à l'excès nos comportements pour déterminer, cibler, contrôler d'autant plus ces comportements. Donc une réflexion sociologique sur qu'est-ce que le numérique a changé dans nos comportements. Sommes-nous désormais dans une société du tout numérique? Évidemment, dans cet axe de réflexion, on verra qu'il y a un certain nombre de personnes qui résistent assez fortement à
cette logique un peu totalitaire du numérique, ne serait-ce que dans ceux qui produisent le numérique. On peut penser à la manière dont la Silicon Valley, par exemple, cherche à se protéger parfois elle-même des effets pervers de cette numérisation du monde. Un certain nombre d'écoles de ceux qui, justement, chez les grands groupes, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, donc ceux qui produisent le numérique, un certain nombre d'enfants de ces personnes-là sont dans des écoles désormais où il n'y a pas d'ordinateur, où il n'y a pas de tablette, où il n'y a pas de téléphone portable. On le voit aujourd'hui en France, puisqu'on parle de plus en plus de supprimer les téléphones des écoles, puisqu'on s'aperçoit bien qu'il y a un impact sur le comportement social. Donc il y a tout un axe de réflexion technologique en plus de l'axe de réflexion technique. Enfin, il y a un axe de réflexion politique, je l'ai déjà sensiblement abordé en parlant d'Orwell, en parlant d'autres auteurs. Un axe de réflexion politique, c'est tout l'enjeu éthique et politique de la maîtrise des données. C'est-à-dire qu'on voit très bien avec Orwell ou avec Minority Report ou avec un certain nombre de débats actuels, notamment ceux des lanceurs d'alerte, notamment ceux du contrôle de l'information. On voit très bien aujourd'hui que la maîtrise des données, la capacité à les interpréter devient un enjeu politique et économique premier dans nos sociétés. Ça veut dire que le numérique est aujourd'hui un enjeu de pouvoir, un enjeu de contrôle, un enjeu de manipulation. On a beaucoup parlé l'an dernier des fake news, on a beaucoup parlé de la manière dont un certain nombre de réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter auraient pu influencer l'opinion politique des individus, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle américaine. Mais là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on voit bien que la capacité à contrôler les réseaux, la capacité à maîtriser les informations qui se diffusent sur les réseaux est directement impliquée justement dans la manière dont nous pouvons maîtriser le monde qui nous entoure et dont un certain nombre d'acteurs plus ou moins cachés de ce monde peuvent prendre le contrôle de nos sociétés ou de nos comportements. Donc il y a toute une réflexion philosophique, politique et éthique sur la manière dont le numérique non seulement transforme nos sociétés, mais transforme les rapports de pouvoir et de domination dans nos sociétés. Voilà en gros les trois axes de réflexion qui me semblent majeurs et les trois pistes de réflexion que vous pouvez commencer à creuser dès maintenant sur le numérique et que nous creuserons, nous, de notre part, certainement avec d'autres axes qui s'imposeront, que nous creuserons de notre côté pour vous faire ce manuel sur le numérique. À présent, je passe à le deuxième thème. Alors le deuxième thème qui est au pouvoir, le deuxième thème qui est au programme des 7 IEP des questions contemporaines, c'est le secret. Alors ce thème du secret est un thème aussi assez riche, peut-être assez surprenant de prime abord, parce que c'est un thème qui semble un peu confidentiel par rapport à d'autres thèmes qui semblent beaucoup plus larges. Alors, le secret, c'est pareil, on peut partir d'une définition assez simple du secret. Le secret, c'est ce qui est caché, c'est ce que l'on peut, ce que l'on veut, ce que l'on doit cacher. Donc, le secret, ça relève d'une volonté de dissimuler quelque chose, une information, un objet que quelqu'un ne devrait pas voir pour pouvoir le protéger, pour pouvoir le mettre à l'abri. Bon. Donc, cette définition du secret est une définition qui nous confronte d'emblée à une forme de débat, qui nous confronte d'emblée à une forme de tension. D'une part, dans le secret, on peut entendre, justement, comme je le disais à un instant, la protection, on peut entendre le fait qu'il faut mettre à l'abri des données sensibles, on le voit bien dans le secret militaire, dans le secret médical, dans le secret judiciaire, dans le secret politique, ou encore même dans le secret économique. On voit bien que notre monde et notre société et nos sociétés dans le temps ont été caractérisés par le règne du secret. Aujourd'hui, il est essentiel justement pour une entreprise de protéger ses brevets, de protéger ses modes de fonctionnement. Il est essentiel pour un tribunal de ne pas révéler à l'opinion publique des enquêtes en cours. Il est essentiel effectivement de protéger un certain nombre de données d'utilisation malveillante, voire d'utilisation un peu distraite. Donc on voit bien que le secret est un impératif, une évidence qui accompagne un certain nombre de pratiques, notamment au plan professionnel. Mais d'autre part, on voit bien également que le secret
à quelque chose d'un peu sulfureux. On le voit dans les sociétés secrètes, on le voit dans les théories complotistes. Dès l'instant où il y a un secret, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. S'il y a quelque chose à cacher, c'est qu'il y a quelque chose qui serait susceptible de nous manipuler ou de nous mettre dans une situation embarrassante. Donc le secret a quelque chose d'un petit peu sulfureux, d'un petit peu problématique, et notamment au regard des exigences de transparence qui semblent caractériser des sociétés qui se démocratisent de plus en plus. Quand je dis des sociétés qui se démocratisent de plus en plus, il est évident que depuis un siècle et demi, le régime qui monte en puissance, le régime qui tend à s'imposer de plus en plus à travers toutes les régions du monde, c'est le régime démocratique. Démocratique, ça veut dire le pouvoir du peuple, ça veut dire l'égalité entre les citoyens, et donc si c'est une égalité entre tous les citoyens, chacun a le droit à un même niveau d'information, chacun a le droit ou a un droit de regard sur toute chose. Donc d'une certaine manière, vous voyez que la société démocratique favorise les parties prenantes, favorise le débat, favorise la diffusion d'une information aux yeux de tous, au su de tous. Donc, on voit bien que le secret, de ce point de vue-là, apparaît plutôt comme une pratique condamnable, alors que dans le premier versant, dans la première évidence, le secret était quelque chose de nécessaire professionnellement, nécessaire politiquement, nécessaire dans un certain nombre de domaines. À l'inverse, là, on a plutôt le sentiment que le secret apparaît comme quelque chose de dangereux. Donc on a une perception immédiatement ambivalente qui est le cœur du problème du secret. En gros, la question qui se situe derrière la thématique du secret, c'est de quoi devons-nous impérativement protéger l'information, quel type d'objet, quel type d'information, quel type de procédé devons-nous absolument protéger de façon légitime, et quand cette protection commence-t-elle à faire problème, attendu que nous vivons dans des sociétés où la transparence semble être une vertu de plus en plus représentée et de plus en plus exigée. Donc on a cette grande question qui anime la problématique ou le thème du secret. Et alors, cette question, il me semble qu'elle oblige à réfléchir à plusieurs dimensions, qu'elle incite à réfléchir au moins à 3 axes, de la même manière que on peut dégager pour la thématique du numérique des pistes de réflexion. Ici, on en a 3 qui semblent s'imposer. D'une part, et justement pour se connecter au numérique, il y a celle où la piste de réflexion sur l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cet avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est l'avènement d'une information qui est de plus en plus disponible, de façon de plus en plus rapide et de plus en plus immédiate. Donc on voit bien que les technologies d'information et de la communication, l'ère du digital, l'ère du numérique, l'ère d'Internet, posent un problème au secret. On le voit dans la figure des lanceurs d'alerte. Le lanceur d'alerte, type Snowden ou type Assange, c'est celui qui met en péril un secret économique, un secret d'État, un secret politique. Donc c'est celui qui, parce qu'il est capable de capter des données et de les rendre publiques, rend de plus en plus difficile la préservation du secret. Donc il y a cette première dimension qui est très importante, c'est la dimension selon laquelle, justement, le secret semble de plus en plus difficile à tenir d'un point de vue technique dans un monde qui est interconnecté. Donc là, on est très lié à ce que j'ai pu dire sur le numérique, et ça pourrait être un point de passage très intéressant entre la thématique du numérique et la thématique du secret. Le deuxième axe de réflexion au sujet du secret est un axe assez intéressant qui nous permet ou qui nous engage à prendre du recul par rapport à l'évolution de nos sociétés. On peut remarquer que l'anathème, la façon de rejeter et de considérer que le secret est digne de soupçon est en fait récent. La plupart de nos sociétés se sont en effet fondées religieusement, politiquement, voire techniquement sur une culture du secret. Il n'aurait pas été imaginable, par exemple, au Moyen-Âge, que les plus hauts responsables de la religion diffusent le secret des Écritures à des personnes béotiennes, néophytes, qui n'auraient pas eu les capacités de les comprendre. De la même manière, d'un point de vue politique, il n'aurait pas été envisageable qu'un roi partage avec son peuple le secret de ses décisions, ses secrets d'État. Et on voit pendant très longtemps que nos sociétés ont été structurées par cette
cette réserve d'informations, par cette protection des informations cardinales, cruciales, et qu'il y avait d'une certaine manière une homologie entre la hiérarchisation sociale et la hiérarchisation de l'information. Et on peut s'interroger de cette manière-là sur les raisons pour lesquelles nos sociétés sont devenues des sociétés plus transparentes, et notamment sur ce choc. Hannah Arendt a beaucoup réfléchi à ça, donc je vous engage à lire La crise de l'homme moderne, hein, la crise de la culture, pardon, cet ouvrage d'Hannah Arendt qui réfléchit à l'autorité, qui réfléchit à l'évolution de la culture dans des sociétés démocratiques, montre bien de quelle manière nous sommes passés de sociétés traditionnelles, qui sont des sociétés plutôt structurées par le secret, à des sociétés ouvertes, à des sociétés où l'information circule de plus en plus librement et de plus en plus partagée de façon égale. Donc, de ce point de vue-là, il me semble très important de faire une petite histoire du secret pour comprendre comment nos sociétés sont directement aujourd'hui bouleversées par ce changement cardinal de position du secret. Enfin, le troisième axe de réflexion, c'est l'axe proprement démocratique et contemporain. C'est celui qui vous intéresse évidemment le plus lorsque vous abordez le secret dans le cadre d'une épreuve de questions contemporaines. Ce qui est évidemment très important, c'est de réaliser que nous avons vécu une phase depuis une quinzaine d'années qui était la phase d'avènement de la transparence. On a parlé de transparence dans tous les domaines, on a parlé de transparence de la vie politique, on a parlé de transparence médicale, on a parlé de transparence militaire, on a parlé de transparence dans la plupart des domaines au nom justement d'une exigence démocratique, d'une exigence éthique, voulant que tout le monde est capable intellectuellement et en droit politiquement d'avoir accès aux informations. Néanmoins, depuis quelques années, depuis 4, 5, 10 ans, au moins dans la réflexion juridique, dans la réflexion politique, dans la réflexion philosophique, on réalise de plus en plus que cette exigence de transparence est peut-être une exigence problématique ou une exigence fondamentalement dangereuse. Je l'abordais en élucidant un petit peu les deux évidences auxquelles conduit immédiatement la réflexion sur le secret. Aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'il ne serait pas forcément souhaitable de révéler toutes sortes d'informations. On l'a vu dans le cadre du terrorisme, par exemple, lorsque des journalistes, en filmant les lieux, donnaient des informations à la télé que les terroristes enfermés à l'intérieur de leur prise d'otages avaient, ça a mis en péril la vie des otages. On s'aperçoit évidemment que la diffusion de l'information est problématique. On s'aperçoit que dans une loi sur la transparence de la vie politique et de nos représentants politiques, peut-être qu'il est bon de savoir ou d'avoir un certain nombre d'informations qui sont cruciales pour l'exercice du métier politique. En revanche, les informations qui sont plus personnelles sur leur orientation sexuelle, sur leur goût personnel, sur ce type de choses, ces informations ne sont pas autre chose que du voyeurisme. Et donc, du coup, on voit bien qu'on retrouve aujourd'hui une dialectique assez forte entre ce qu'il faut révéler et ce que l'on peut garder caché, dialectique qui rejoint en partie la séparation entre ce qui est de l'ordre de la vie publique, de la vie commune, et ce qui est de l'ordre de la vie privée, de la sphère individuelle. Et donc, le troisième axe de réflexion est vraiment cet axe de réflexion-là, c'est-à-dire l'axe de réflexion se demandant justement à quelles conditions, selon quelle légitimité une existence démocratique ou de plus en plus démocratique à travers le monde, à quelles conditions, selon quelle légitimité peut-on exiger la publicité d'un certain nombre d'informations? Qu'est-ce qui peut le justifier d'un point de vue éthique? Qu'est-ce qui peut le justifier d'un point de vue politique? La transparence n'est-elle pas aujourd'hui en passe d'être un peu délaissée au nom d'un retour à une forme de secret bien pesé, défendu par un certain nombre de pouvoirs et de contre-pouvoirs? Évidemment, ce qu'il ne s'agit pas de dire ici, c'est qu'il faudrait en revenir à un secret gardé jalousement par des personnes détenant une autorité absolue. Donc vous voyez, le secret incite à réfléchir à cette limite entre ce qui peut être transparent et ce qui doit être caché, et donc à instaurer un débat au sein des modèles démocratiques pour comprendre quelles sont les valeurs qui peuvent s'opposer à l'exigence de transparence. Voilà les quelques conseils que je pouvais donner sur le secret.
J'espère que ces conseils, en tout cas, pourront vous être utiles pour déclencher un début de réflexion, que les quelques pistes de lecture que j'ai pu donner vous seront utiles. Et nous préparons désormais ces deux thèmes de façon assidue pendant l'été, de telle sorte que dès le mois de septembre et d'octobre, vous aurez des manuels complets sur ces deux thématiques que sont le numérique et le secret. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bel été. Au revoir.